toutes. Je travaille donc depuis bientôt 40 ans sur cette espèce et là, récemment, nous avons fait un petit peu la synthèse de cette question du changement climatique sur les tétraonidés. Alors, effectivement, on commence à connaître certaines choses, mais finalement assez peu. Par contre, on a de nombreuses hypothèses et évidemment encore plus de questions qu'on se pose sur ces espèces. Les tétraonidés sont des gros oiseaux sédentaires qui ont évolué sous un climat arctique et donc on va trouver essentiellement dans l'hémisphère nord avec les tétraonidés américains, mais ceux qui nous intéressent ce sont des tétras européens, la gélinote, les lagopèdes, le petit tétra et le grand tétra. Des adaptations variées qui ne seront pas toutes autant impactées par le changement climatique. Bon, le plumage, évidemment, ça ne gêne pas si ça se réchauffe ou s'il pleut plus. Les patins plumés et les peignes non plus s'il y a de la neige. C'est intéressant s'il n'y en a pas. Ce n'est pas trop gênant. De même, l'alimentation, ça ne changera pas grand-chose s'il fait plus chaud, plus humide, puisqu'il est adapté à finalement se nourrir de pas grand-chose, uniquement des aiguilles résineuses en hiver. Par contre, en été, là, ça changera un petit peu. Des adaptations anatomiques encore, la couleur. Imaginez les lagopèdes quand il n'y a pas de neige, évidemment, ça change complètement leur stratégie de lutte contre les prédateurs. Une autre modification importante, les tétraonidés sont des oiseaux qui font de nombreux jeunes, mais qui ont une croissance très rapide. J'ai dit que c'était des gros oiseaux. Par exemple, chez le tétra, en 3 mois, les oiseaux doivent prendre 3 kilos en se nourrissant essentiellement d'insectes pendant les 20 premiers jours et ensuite de myrtilles, framboises. Voilà. Et donc, cette période de l'éclosion aux 20 premiers jours sera extrêmement sensible aux aléas climatiques. Autre adaptation, c'est les loges sous la neige qui permettent aux oiseaux de survivre dans des climats vraiment très très froids. Évidemment, il faut une neige particulière, poudreuse, assez épaisse et surtout qui ne regèle pas dans la journée, sinon les oiseaux se retrouvent prisonniers dans des boîtes à conserve étanches. Donc, au moment des glaciations, ces oiseaux qui étaient dans le nord sont descendus vers le sud et au moment du réchauffement, un certain nombre sont restés dans des refuges, essentiellement dans nos montagnes. Mais ces montagnes ont des climats très différents de ceux de leur région d'origine. Vous voyez la Finlande avec finalement très peu de précipitations par rapport à ce qu'on connaît dans le Haut-Jura. Ça veut dire que ces oiseaux, en particulier donc, par exemple le grand tétra, a réussi à s'adapter à des environnements très différents de ces environnements d'origine de la taïga. Ici, par exemple, les traits atlantiques, des Pyrénées de l'Ouest, mais on va le trouver aussi dans les Pyrénées espagnoles, dans des zones de chênaies sèches où il n'y a ni myrtille ni résineux et où il survit tout à fait correctement. De même, par exemple, la gélinote, on va la trouver aussi bien dans les forêts de plaine, ici il y en avait encore dans les années 60 dans la Val de Saône, que actuellement, par exemple, en Provence, dans les Alpes de Provence, où elle colonise des pinèdes très sèches et où elle a une dynamique de population tout à fait intéressante.
Donc vous voyez, c'est des oiseaux qui ont déjà, dans l'Europe moyenne, subi des évolutions très, très fortes. Bon, je ne reviens pas sur le réchauffement climatique, on a vu ces données, mais par contre, pour le Haut-Jura, qui m'intéresse particulièrement, sur la station de Lamoura, nous avons ici un réchauffement en un demi-siècle qui atteint presque 3 degrés. Donc on est vraiment là aussi bien au-delà de ce qu'on raconte dans les médias. 3 degrés dans ces régions, c'est énorme. Et ça va évidemment modifier complètement la structure de la végétation et la biologie des oiseaux. Une étude a été faite sur le tétralyre dans les Alpes du Sud, dans le Queyras, à Ristolas, à partir des données de l'Office national de la chasse et des recensions des chasseurs depuis assez longtemps. Et on a pu mettre en évidence l'impact de l'oscillation nord-atlantique sur la démographie de cette espèce, donc le petit tétras. Lorsque l'indice de la NAO est négatif, on a des tempêtes, disons des perturbations qui passent au centre de la France environ. Les anticyclones, celui des Açores n'est pas trop puissant, et donc nos régions subissent des hivers quand même relativement humides, alors que lorsque l'indice est positif, l'anticyclone est beaucoup plus puissant, se rapproche de nos régions, et les perturbations sont déviées vers le nord, donc on a un climat plus chaud, plus sec. Alors, on a les données de ces fluctuations de l'oscillation nord-atlantique depuis le XVIe siècle. Alors, ne me demandez pas comment on les a obtenues, mais vous voyez qu'à ces époques, on est surtout dans des phases de NAO négatif, et puis progressivement, jusqu'à aujourd'hui, on a de plus en plus de NAO positif. Donc, globalement, ça veut dire que les étés sont plus chauds, plus secs, du moins dans le Queyras, dans cette région du sud des Alpes. Bon, ce n'est pas valable partout. Voilà, donc cette étude de l'ONC. Le succès de la reproduction. Ah, tiens, il y a une ligne qui s'est sauvée. Mais la courbe bleue est la bonne. Vous voyez que lorsque l'indice NAO se déplace vers les valeurs positives, le succès de la reproduction s'améliore chez cette espèce dans cette région. Ça, c'est valable pour la période estivale. Pour l'hiver, on n'a pas tout à fait la même courbe, et l'optimum, là, va se situer pour un NAO presque nul, disons, légèrement positif. Donc, en hiver, il y a beaucoup moins d'impact qu'au printemps, puisque c'est vraiment le printemps, la période sensible pour les jeunes. Pour le tétralyre en Finlande, bon, les diapos ne passent pas dans l'ordre, mais tant pis. Il fait de plus en plus chaud au printemps. Le tétralyre s'accouple plus tôt. Là, on est donc en Finlande. Mais ici, il fait de plus en plus froid au moment de la période des éclosions. Et donc, globalement, depuis un demi-siècle, les populations régressent. Et là, on est à peu près certain que c'est cette modification du climat qui agit sur le tétralyre en Finlande. Donc vous voyez, selon la région, selon l'espèce, les conclusions vont être assez différentes. Pour le grand tétras en Écosse, là aussi on note un refroidissement en fin d'hiver et une mauvaise alimentation
des femelles qui font baisser la reproduction. Par contre, une série d'études dans les zones alpines montre que parfois on a une baisse de fécondité due à l'augmentation de la durée d'enneigement, mais globalement, selon les zones, ça change beaucoup et donc on ne peut rien conclure. Bon, à plus long terme, là c'était vraiment des études sur le court terme, sur la démographie, sur quelques années, quelques dizaines d'années. Exemple des Pyrénées, pour le lagopède et le grand tétras, deux solutions, soit ils migrent vers le nord ou en altitude, soit ils s'adaptent, et puis évidemment la dernière solution, disparaître. Migrer, c'est pas possible. On peut regarder aussi le tétralyre toujours sur le plateau du Vercors. Dans les années 1900, vous aviez en rouge la zone de combat entre l'étage montagnard et l'étage subalpin, c'est-à-dire cette zone frontière entre la forêt et les prairies alpines, les pelouses alpines, qui sont le milieu optimum pour le petit tétras. Donc, à cette époque, vous voyez, plutôt en basse altitude, sur les plateaux du Vercors, mais une zone tout à fait importante, intéressante pour le tétralyre. Actuellement, voici la carte de répartition. Donc, vous avez vu que ça se déplace vers la droite, c'est-à-dire en altitude, cette zone de combat, c'est-à-dire que la forêt est en train de regagner largement sur les zones de pelouses alpines. Une simulation en 2030, vous voyez, la frange se rétrécit. Maintenant, le petit tétras ne peut survivre que vraiment dans les zones les plus hautes de cette région. Et en 2100, avec plus 4 degrés, évidemment, l'espèce aura disparu du Vercors. Par contre, pour le grand tétras, ça pourrait être intéressant. Malheureusement, il n'y en a plus depuis longtemps. Donc, l'histoire est tout de suite terminée. Autre problème à long terme, c'est la fragmentation des habitats. Toujours l'exemple des Pyrénées, le lagopède au-dessus de 1600 mètres, le grand tétras en dessous, puisque là il n'y a pas de tétralyre, le grand tétras occupe les deux niches écologiques. Et depuis donc un siècle, on a un réchauffement de 1,5 degré environ, c'est-à-dire une élévation de l'étage montagnard de 300 mètres en altitude. Alors, du point de vue superficie, ça nous donne l'état initial, 1600 mètres. Vous voyez, les habitats du tétralyre en blanc sont presque tous connectés. Par contre, il y a des images qui ne passent pas, dommage. Vous voyez actuellement, donc on aurait, malheureusement ça ne ressort pas, la superficie qui s'est largement rétrécie, à peu près de moitié en surface, et avec un isolement sous forme d'îlot. Donc du point de vue dynamique des populations, comme ces populations fonctionnent en métapopulation avec des puits et des sources, ça devient assez dramatique pour le tétras, pour le lagopède dans les Pyrénées. Autre cas qu'on a bien étudié, c'est l'adaptation. Et là, on a été tout à fait surpris de voir que depuis le début de nos études, dans les Pyrénées, on a gagné 10 jours d'avance pour la reproduction. Pour le Jura, c'est 23 jours, et pour les Vosges, 15 jours en 10 ans. Donc c'est vraiment considérable. Alors jusqu'où est-ce qu'on pourra aller, ça, évidemment, il y a des problèmes de synchronisation avec la végétation. Pour l'instant, pour le tétras, chez nous, il n'y a pas de désynchronisation avec le décombement des bourgeons de hêtre qui sont de l'alimentation. Par contre, pour le lagopède d'Écosse, là, il y a une désynchronisation avec la floraison de la vinaigrette qui est indispensable pour les poules.
Au niveau des poussins, là aussi, on risque d'y avoir une asynchronie entre l'éclosion des poussins et l'apparition de la nourriture. Autre problème, c'est l'augmentation des prédateurs, l'augmentation des parasites, et en particulier les tiques et les coccidioses qui se développent dans les régions plus chaudes et plus humides. Mais bon, j'en arrive vraiment à l'essentiel, à très long terme, ou même moyen terme, c'est la destruction des habitats. En particulier pour le grand tétras qui a besoin d'habitats quand même très spécifiques. Premier danger, c'est les incendies de la taïga qui deviennent donc de plus en plus fréquents, de plus en plus étendus. Et à ce moment-là, évidemment, pendant de très nombreuses années, il pourra y avoir un petit peu de tétralyre et de gélinote au début, mais ensuite ça devient défavorable. Autre problème beaucoup plus sournois, c'est la mobilisation des bois en forêt en France, c'est-à-dire qu'on coupe tous les gros arbres pour anticiper, soi-disant, les chaglis, c'est-à-dire l'attaque par les bostriches, par les ips, et sous prétexte que les petits arbres fixent plus de carbone que les gros arbres, ce qui a été démontré comme étant complètement faux. Mais ça se fait, bien sûr, sous des prétextes complètement faux. Du coup, la végétation se referme, le hêtre est à son optimum et la forêt devient complètement défavorable pour longtemps. Ce problème des ips, on l'a vu aussi à Bianoveja, où sous prétexte de lutter contre la prolifération de ces insectes qui sont favorisés par la sécheresse et la chaleur, on s'est mis à couper dans le parc national. Dans les Cévennes, où on avait commencé à implanter un petit peu du grand tétras, qui s'était fixé dans ces zones de recrue forestière spontanée, eh bien, depuis quelques années, la ville de Mende s'est équipée en chauffage urbain en bois. Avec les subventions de l'Europe, elle déboise toutes ces zones. Et évidemment, le grand tétras, il en reste un pour cette année. Donc, on peut dire que les 40 ans de réintroduction sont complètement mis à mal, entre autres à cause de ça. Et puis beaucoup plus grave encore, c'est la situation dans les pays de l'Est. Hein, on parlait d'exportation de nos pollutions ailleurs. Et bien là, c'est le bois énergie renouvelable subventionné par l'Union européenne qui est en train de faire des dégâts énormes, puisque vous avez des entreprises qui se spécialisent dans la fabrication d'énergie verte pour leur vendre à l'Europe de l'Ouest, avec une déforestation massive sur des millions d'hectares. Là, c'est un collègue de l'université de Cluj qui m'envoie ces photos et qui est complètement désespéré. Il a fait une simulation. Dans 20 ans, il n'y aura plus de forêt naturelle en Roumanie, en Ukraine, et certainement que ça va se passer de la même façon en Bulgarie. Donc voilà le vrai problème, hein. C'est pas directement le réchauffement, mais c'est les politiques liées à ce réchauffement qui sont dramatiques pour les habitats, et là sur des superficies immenses. Voilà, je vous remercie. Deux questions? Oui? Est-ce que vous avez des pistes pour pouvoir justement aider les populations de tétras, que ce soit dans les Pyrénées ou en France, pour qu'on puisse justement aider les populations à se connaître et Oui, alors, en remettre, protéger leur milieu? dans le Haut-Jura, par exemple, avec le réchauffement climatique, on a une très bonne reproduction. Cette année, c'est merveilleux. En 2003, c'était exceptionnel. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Par contre, le problème, c'est le problème de la sylviculture. Et toutes les zones de basse altitude
actuellement sont en train de se refermer et de devenir défavorables à cause d'une sylviculture énergétique. Bon, on a bien fait des recommandations, mais les impératifs économiques sont tellement plus puissants que le tétra n'a aucun poids en face des têtes de l'ONF. Encore une question? Je voudrais savoir, vous pourriez nous dire ce qu'il en est des tétraonidés, pardon, dans les Vosges, s'il vous plaît. Bon, je crois que là, c'est râpé aussi. Ça fait 50 ans qu'on le dit. Il y a eu une thèse dans les années 80 par un forestier qui l'Allemagne qui avait modélisé des scénarios et qui prévoyait sa disparition à l'aube des années 2030. Et son scénario se réalise tout à fait, là encore, à cause de la sylviculture. C'est à cause de la sylviculture, et là, le climat n'intervient pas alors? Il serait plutôt favorable. Comme dans le Haut-Jura, on a des étés plus chauds, plus secs, et donc ça serait plutôt favorable. Voilà, et en 2003, par exemple, on a eu une augmentation des populations qui a donné un petit espoir, mais actuellement, ça va diminuer fortement. Ah. Tu veux vraiment poser une question, Philippe? Non, je vous réponds. Oui, pour l'Adréal, Philippe Agnès, c'est juste pour prévenir qu'il y a effectivement une déclinaison d'un plan national pour le Grand Tétra sur Vosges et Jura, qui a été finalisée cette année, en 2018, qu'une animation se met en œuvre. Il y a aussi la révision des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes qui étaient pris pour le Grand Tétra, qui vont être donc étendus. C'est un gros travail qui s'est enclenché cette année sous la directive de la sous-préfète de Saint-Claude. On essaie d'avoir aussi un regard un peu plus fin qu'avant sur les autorisations d'aménagement de dessertes forestières du côté de l'État. Donc ça, c'est en lien aussi avec la profession privée, ce n'est pas que l'ONF. Donc c'est le CRPF et tous les organismes qui gèrent la forêt privée. Donc la notion de fragmentation des habitats que vous avez montré en photo de manière un peu choquante sur cette photo-ci, mais elle n'est pas encore chez nous. Mais il est vrai que le bois énergie, c'est aussi un domaine qu'on n'aborde pas sous l'angle réglementaire. Et ça dépend aussi des politiques publiques des énergies renouvelables. Et il est clair que l'énergie bois, c'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie renouvelable extrêmement dangereuse. Donc cette vigilance-là, par contre, l'État ne pourra pas l'avoir partout, puisque les décisions de coupe et de gestion sylvicole ne sont pas soumises à autorisation dans tous les domaines, et bien heureusement. Donc je pense que votre alerte, elle est intéressante. Et je terminerai par, non pas une question, mais c'est pour toute la salle, la notion de changement climatique, qui est maintenant bien ancrée dans les esprits, peut aussi nous faire oublier la notion qu'on a une mauvaise gestion des habitats. Et de ce fait, on est en train de masquer, par le biais du problème des gaz à effet de serre, tous les problèmes qui étaient préexistants et qui, eux, n'étaient pas non plus rentrés dans les mœurs et perçus par les citoyens. Donc il ne faudrait pas que le changement climatique masque tout le reste. Et merci aussi de nous alerter sur la politique européenne énergétique internationale, qui est effectivement une catastrophe. Le bois énergie doit être un bois énergie local et certainement pas exporté. Merci, la séance est terminée. Je poserai vos questions tout de suite en direct à Bernard Leclerc, qui se fera un plaisir d'y répondre. Merci.